Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Sébastien Fraisse, le président d'Indigo Group. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, ça représente quoi ce groupe? Je suis un utilisateur assidu de vos parkings. Ça représente quoi aujourd'hui Indigo? Le groupe Indigo, cela représente une présence dans 10 pays à travers le monde, en Europe et sur le continent américain, que ce soit du Canada jusqu'au Brésil et la Colombie côté américain. C'est plus de 10 000 collaborateurs qui, à travers le monde, rendent un service de proximité dans 1700 villes. C'est 2 700 000 places de stationnement. C'est évidemment l'activité pour laquelle on est le plus connu, c'est notre activité principale. Mais c'est aussi beaucoup de choses. C'est 12 000 bornes de recharge électrique justement dans l'espace urbain. On est également l'actionnaire de Smove & Go, qui est l'opérateur du service Vélib, le service vélo partagé bien connu dans le Grand Paris. Ouais. Voilà, donc c'est beaucoup de choses très différentes pour lesquelles on est plus ou moins connu, oui. Ouais, c'est une activité, on voit votre chiffre d'affaires 2024 qui s'affiche plus de 920 millions d'euros, 923 millions d'euros. C'est un secteur qui se porte bien ou pas? C'est un secteur qui reste dynamique, mais qui nécessite, de la part évidemment des acteurs, des opérateurs, beaucoup d'agilité, beaucoup de réflexion sur la manière justement d'accompagner la transformation des villes. Notre métier aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il était il y a 20 ans. Et donc, il faut l'anticiper, ça se prépare, ça s'accompagne. C'est vrai pour nos collaborateurs, c'est vrai pour nos clients. Et il faut surtout une certaine agilité parce que, comme je l'indiquais, on est dans 1700 villes. Même si on reste sur la France, c'est à peu près 200 villes. Et entre ce qu'on fait à Paris et ce qu'on peut faire à Saint-Jean-de-Luz ou à Sarreguemines, évidemment, ce n'est pas tout à fait les mêmes attendus. Donc, il faut être pertinent dans toutes les géographies. Alors, il y a beaucoup de thématiques qui sont passionnantes qu'on va aborder dans ce grand entretien. Il y a l'avenir des parkings dans des villes où la place de la voiture potentiellement se réduit. Évidemment, l'électrification de nos usages. Mais déjà, sur la mobilité en général, vous vous définissez comme un acteur de la mobilité. Est-ce que vous auriez dit la même chose il y a 15 ou 20 ans ? Probablement pas. Il y a 20 ans, on était un acteur du stationnement et entre guillemets, ça pouvait suffire. Et on réalisait très bien nos métiers. On nous en demandait finalement pas beaucoup plus. Ça a beaucoup changé parce qu'effectivement, le stationnement n'est pas un élément de mobilité isolé. Il se connecte à l'ensemble de la chaîne mobilité urbaine. Et donc, on a beaucoup travaillé ces dernières années justement pour élargir notre approche. Là encore au service des villes, parce que quand la mobilité évolue en ville à travers l'émergence du vélo, à travers l'émergence du véhicule électrique, on avait parlé, évidemment qu'on ne peut pas rester statique et considérer qu'on va faire demain la même chose qu'hier. Quels sont, alors on va commencer à rentrer dans la politique RSE du groupe Indigo, et peut-être pour commencer les objectifs environnementaux. Qu'est-ce que vous vous êtes fixé comme objectif ? Quand on a posé effectivement cette réflexion, alors dès 2018, on a réalisé nos premiers bilans carbone. Et puis en 2019, on s'est fixé un objectif de réduction de 40% sur 10 ans de nos émissions directes. Donc on parle des scopes 1 et 2. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont familiers avec ces notions. Émissions directes. 40% de réduction, émissions directes. Concrètement, il nous fallait réduire drastiquement la consommation électrique de nos parkings, nos ouvrages, qui n'est pas chose complètement aisée parce qu'on ne peut pas éteindre l'éclairage dans un parking souterrain. Donc il faut être un peu plus fin que ça. Il faut ajuster, il faut adapter, il faut changer les technologies d'éclairage. Donc ça a été tout un travail d'ingénierie finalement qui peut passer inaperçu, mais qui a produit ses fruits, puisque je vous parlais d'un objectif à 40% qu'on atteindra. Et puis on a eu... Avant ou en 2028 Nous, on sera en avance. On est en avance aujourd'hui, on le sera, oui, effectivement. Il n'y a pas de raison qu'on recule. Et puis il y avait un deuxième grand axe sur l'environnement sur lequel on souhaitait investiguer, qui ne rentre pas directement dans notre bilan carbone en tant que tel. Évidemment, c'était l'électrification de la flotte de véhicules. Alors la nôtre, c'est pas le plus difficile, mais il nous fallait accompagner le mouvement sociétal. Et donc on s'est mobilisé pour déployer un réseau de points de charge qui puisse justement permettre aux citadins de basculer vers une mobilité décarbonée. Alors ça, on va évidemment y revenir, sur les choix que vous faites donc sur votre consommation d'électricité. Ça passe par quoi? Par de la technologie, question toute bête, des capteurs qui font que quand il n'y a pas de voiture qui circule, il y a moins de lumière. C'est exactement ça. Ça passe par de la technologie, c'est-à-dire de passer vers des technologies LED. On a pris notre temps là-dessus, on attendait une forme de maturité de ces produits parce que les premières générations de LED étaient plutôt décevantes pour nous. On se rendait compte qu'au bout d'1 an, 2 ans, on en avait trop qui étaient déjà... Voilà, donc c'était dans l'instant, entre guillemets, efficace du point de vue des consommations, mais quand vous intégrez à l'équation le remplacement trop fréquent, c'était différent. Donc ce n'est plus le cas. Les LED sont des gens extrêmement fiables, c'est une nouvelle génération, donc c'est évidemment ce système-là.
Et puis, c'est comme vous l'avez indiqué, c'est la capacité à moduler l'éclairage en fonction de la présence et de l'activité, tout simplement pour éviter d'éclairer un parking dans lequel il n'y a personne à l'instant T, soit qui se gare, soit qui vient chercher sa voiture. Donc, vous voyez, c'est des choses somme toute assez basiques, mais à l'échelle de 1700 parkings, c'est un gros projet, puisqu'à l'arrivée, c'est 1700 petits chantiers. Quand même. Avec, je crois que vous adhérez au principe du Global Compact. On peut réexpliquer peut-être en quelques mots ce qu'est le Global Compact, et puis qu'est-ce que ça signifie pour un groupe comme Indigo? Le Global Compact, donc c'est le pacte, donc c'est au niveau de l'ONU que ça a été mis en place. Beaucoup d'entreprises y ont adhéré, et à travers cette adhésion, elles s'engagent à investir, à se mobiliser sur un certain nombre de thématiques qui balaient l'ensemble du domaine ESG, sur l'environnement, sur le social, sur le sociétal. Et le groupe Indigo considérait que nous étions tout à fait matures pour adhérer à ce pacte, dans la mesure où toutes les actions que nous mettions en place étaient complètement alignées avec les objectifs de ce pacte. Donc, ce qui nous amène sur les 3 thématiques à prendre des engagements, à mettre en place des plans d'action et à nous y tenir. Alors, on va parler d'innovation, et pour ça, je vais m'appuyer sur la question que celle qui était à votre place la semaine dernière, Florence Jasmin, la déléguée générale de l'association du PEX, a choisi de vous poser. On parle innovation. Bonjour Sébastien. Comment travaillez-vous avec l'écosystème d'innovation français, les startups, pour accélérer la transition écologique, notamment sur les enjeux de sobriété énergétique, de mobilité et de panneaux photovoltaïques ? Alors, est-ce que vous avez besoin des startups finalement pour innover? Est-ce que ça fait partie de l'écosystème d'Indigo? Ça peut être tout à fait le cas. On a pas mal de collaborations avec des startups, soit par le passé, soit encore en cours, qui nous ont permis justement d'accélérer. Je pense que pour nous, les startups, le partenariat avec une startup, c'est une manière d'accélérer notre connaissance et notre déploiement. Ça a été le cas pour on peut prendre des exemples, sujets. Oui, on avait beaucoup travaillé sur la manière de faire évoluer nos dispositifs de surveillance avec des startups. On a travaillé aussi avec des startups. Souvent, on est aussi opérateur de stationnement en voirie. Ça se voit moins, ça se sait moins. Donc, on a aussi besoin de comment on peut utiliser ce qu'on voit, ce qu'on sait sur le déplacement des automobilistes pour en tirer des conclusions utiles pour l'avenir en matière de pratiques de mobilité, comment on peut agir, comment le changement d'une tarification peut amener à des changements de comportement. Voilà, donc vous avez, avec l'écosystème des startups, vous avez face à vous des profils très bouillonnants qui ne sont pas toujours ceux qu'on peut intégrer immédiatement. Et puis on a un certain nombre de cas où le travail avec les startups nous a même conduit à faire plus qu'un partenariat, à intégrer le capital de la startup pour à un moment devenir même l'actionnaire principal. C'est aussi un peu ça, le fonctionnement, c'est qu'à un moment, quand on sent que l'ADN et la culture sont compatibles, on peut arriver jusqu'à ce type d'investissement. Oui. Alors, on a commencé à parler de mobilité, d'électromobilité. C'est quel pourcentage des places de parking d'Indigo aujourd'hui qui sont munies de bornes de recharge? Alors ça peut dépendre des parkings. Je dirais qu'en moyenne sur le territoire, on va être autour des 5%. Mais vous avez un taux qui peut être bien plus élevé dans certains parkings parce qu'effectivement, on a une approche qui essaie de s'adapter à la demande. Je vais essayer de prendre 2 exemples très simples pour que vous compreniez bien. Il y a des parkings qui sont complètement remplis, d'autres qui le sont beaucoup moins. Évidemment que la demande intrinsèquement n'est pas la même. C'est logique. Vous avez des territoires dans lesquels la pénétration du véhicule électrique va être bien plus élevée que dans d'autres. Je vais prendre le cas de Paris, et bien entendu rien à voir avec certains territoires plus ruraux. Et au-delà de ça, vous avez des usages. Quand les gens se garent chez nous, c'est qu'ils viennent y faire autre chose. Et est-ce qu'ils vont, dans ce parcours client, est-ce qu'ils vont avoir besoin de se charger ou pas? Ça peut dépendre. Quand on se gare dans un parking d'une gare, on va y rester 2-3 jours. C'est pas forcément là qu'on va se charger pendant 3 jours, brancher une borne. À l'inverse, vous venez pour un rendez-vous, un restaurant, ou tout simplement vous êtes un résident, votre véhicule va y passer la nuit, ou un salarié qui gare son véhicule toute la journée. Là, on sent bien qu'on a un besoin clair de charge quand on a basculé sur le véhicule électrique. Alors, c'est vous qui êtes à l'initiative? Sont les collectivités locales, les mairies qui vous mettent la pression parce qu'on est dans un enjeu pour passer à l'électrification? Alors, il y a beaucoup d'éléments pour expliquer l'accélération ou le coup de frein sur l'électrification de notre mobilité, mais les infrastructures, forcément, c'est un élément majeur. Absolument. Si on n'a pas de borne, on va être incité à ne pas acheter de voiture électrique parce qu'on va dire je vais pas pouvoir recharger. Est-ce qu'il y a une pression des collectivités? La pression, je pense que le mot est fort. Il y a un dialogue avec les collectivités, il y a une demande des collectivités, mais c'est aussi notre dynamique. Donc, il n'y a pas de problème particulier. C'est-à-dire que c'est rentable pour vous de le faire?
C'est rentable. Alors, Ou est-ce que c'est aussi, ça fait partie des engagements dont vous nous parliez tout à l'heure, et donc il faut avoir au moins 5% de Quand vous êtes recharge opérateur de stationnement, votre premier réflexe, c'est de dire est-ce que je vais pouvoir demain rendre le service qui me permet de garder mes clients, premièrement. Parce qu'effectivement, on pense qu'on en parlera, vous questionnez la place de la voiture en ville, mais si on n'est déjà pas capable d'accueillir ceux qui font l'effort, par obligation, par choix, peu importe, de basculer sur un véhicule électrique, vous ne pouvez pas lui dire écoutez, désolé, mais chez nous, ce ne sera pas possible. Donc, il y a de toute façon une dynamique de l'entreprise que je qualifierais peut-être de défensive dans un premier temps, qui ne serait-ce que d'adresser sa clientèle. C'est le moindre de nos devoirs. Après, il y a des villes plus ou moins, demandeuses, qui veulent aller plus ou moins vite. On en discute, et effectivement, vous parliez des investissements, ils peuvent être importants. On a pour ça un modèle qui est formidable, qui est celui de la concession, de la délégation de services publics. Quand on prend un contrat dans une ville, il y a des investissements à réaliser, et ceci, la discussion sur le nombre de banques qu'il faut installer, elle rentre, et puis en fonction du niveau d'investissement qu'il va réaliser, le niveau de redevance qu'on va pouvoir reverser à la ville va fluctuer. S'il y a beaucoup d'investissements, on donnera moins de redevances, et réciproquement. Et donc, c'est un dialogue, entre guillemets, un équilibre qu'on trouve avec la ville en fonction de ses attentes, des deux côtés. Est-ce qu'elle attend beaucoup de redevances? Est-ce qu'elle veut aller beaucoup plus loin que le minimum sur les bornes? Tout ça se règle de manière assez pacifique. Poser la question différemment. Est-ce que, on est à moins de 2 mois du premier tour des municipales, est-ce que il y a 6 ans, il y a eu beaucoup de maires écolos, par exemple, qui ont remporté des villes importantes? Est-ce que vous avez vu l'effet? C'est-à-dire justement, alors moi j'emploie le mot pression, il est peut-être trop fort, mais dans la demande de ces villes qui avaient un nouveau maire écologiste. Très honnêtement, il y a un effet, mais partout. Très indépendant de la couleur politique de l'exécutif, j'allais vous dire, parce que globalement, les attentes des citadins sont les mêmes partout. J'ai le point commun, on parle souvent de Paris, mais partout, il y a des attentes qui sont finalement assez similaires. Il y a toujours ce débat sur la place de la voiture en ville. Et ils ont tous envie de voir moins de voitures en ville, au sens de ces grands parkings devant ces fenêtres. Bon, personne ne revendique ça. Pour autant, tout le monde réclame une accessibilité maximale. Voilà. Et donc, c'est cet équilibre un peu subtil qu'il faut réaliser, quelles que soient les géographies. Et c'est là où on a besoin de beaucoup nous adapter, parce que les réponses qu'on peut apporter ne sont pas les mêmes à Paris j'avais indiqué tout à l'heure Saint-Jean-de-Luz. Typiquement, on est opérateur à Saint-Jean-de-Luz. On a construit récemment un parking tout près du Vieux-Port, à la place de ce qui était auparavant un parking vraiment de surface. Et à la place du fameux parking de surface, vous avez aujourd'hui une magnifique esplanade avec des terrasses de café. Enfin, vous voyez, et les gens qui vivent à Saint-Jean-de-Luz, y compris les touristes qui viennent l'été, ont besoin et envie de ça aussi. Ils ne viennent pas juste pour le plaisir de voir des voitures garées en surface. Donc, cette demande-là, elle est partout et elle est très indépendante de la couleur politique locale. Vous dites, dans 10 ans, le parking ne sera plus seulement un lieu de stationnement, il sera un hub de mobilité, un hub de service. On essaye de se projeter. Ça ressemblera à quoi, un parking Indigo dans 10 ans? Alors, un parking Indigo dans 10 ans, ça restera un parking au sens où on continuera de devoir y stationner tous les éléments de mobilité. C'est là que ça évolue déjà. Je parlais de bornes électriques. On a également, ces dernières années, beaucoup investi dans l'accueil des vélos. J'allais y venir, mais 5 ans, on n'aurait jamais pensé accueillir autant de vélos dans nos parkings. On aurait même trouvé ça peut-être farfelu. Qui va vouloir descendre? Mais à partir du moment où vous avez, on l'a bien constaté, notamment depuis le Covid, cette poussée très forte, et là encore, pas uniquement à Paris, du vélo comme un usage, comme un élément de mobilité en ville. Là encore, il nous fallait adapter nos ouvrages et répondre à cette nouvelle demande. Tout le monde ne va pas pouvoir stationner son vélo en l'attachant au platane sur le trottoir. C'est souvent interdit, c'est souvent pas conseillé, notamment pour des raisons de sécurité. Et donc nous avons mis en place une offre, des dispositifs relativement simples qui adressent ces points-là, sécurisés. Voilà, c'est grillagé, simple d'accès. Et on a aujourd'hui plusieurs centaines de dispositifs de ce type qui ont beaucoup de succès. Et donc déjà, il y aura toujours des voitures, mais moins de voitures. Il y aura toujours des voitures. Le moins de voitures va dépendre des villes. Il y a des villes, typiquement, je parlais de Saint-Jean-de-Luz, où on aura peut-être plus de voitures, parce que le premier réflexe de ces villes-là, c'est d'abord de réduire la place de la voiture en surface. Il n'y a pas 50 solutions. Saint-Jean-de-Luz n'aura jamais 14 lignes de métro. Vous voyez à quoi je pense. Et donc, comment on fait? Voilà, donc du parking souterrain pour laisser à la voiture non pas moins de place, mais sa juste place. Et ça, c'est important dans des villes de taille moyenne. Voilà. Et donc ces parkings entre guillemets du futur, c'est comme ça qu'on avait d'ailleurs, baptisé notre réflexion il y a quelques années. Vont non seulement devoir adresser ces nouvelles formes de mobilité, mais vont aussi devoir
entre guillemets, mettre à disposition leur foncier pour des services urbains nouveaux qu'on a aussi besoin de décarboner. On parle beaucoup de logistique urbaine. Oui. Est-ce qu'on peut demander à un particulier de cesser de rentrer dans Paris avec une voiture thermique ou une voiture tout court et en même temps laisser ces noyades de camionnettes venir livrer les 200 000 colis par jour? C'est ça, hein, Paris, c'est 200 000 colis par jour. C'est vous, c'est moi, c'est les entreprises, hein, c'est tout ce qu'on commande sur les sites marchands. Et alors, en quoi le parking est une solution là-dedans? Le parking vous amène ce qu'on appelle du foncier. En fait, la logistique urbaine est quelque chose de très compliqué. Comment on opère et en fait, il faut faire preuve en matière de foncière, de créativité foncière. Il faut trouver la place. Voilà. Qui veut laisser un pied d'immeuble, des milliers de mètres carrés de pieds d'immeuble pour des opérations de logistique urbaine? Personne. On a bien d'autres choses et bien meilleures choses à faire, notamment dans Paris. Et donc, où est la place? À Paris, nous, on opère 1 million de mètres carrés en souterrain. Vous l'avez dit, la place de la voiture a diminué. Au-delà de ça, il y a des parkings qui ont toujours été conçus comme trop grands. On a de la place dans certains endroits un peu stratégiques. C'est pour ça qu'on a lancé ces projets. On a lancé quelques projets là-dessus. On reconvertit des surfaces souterraines en grandes plateformes de logistique urbaine. On a 20 000 mètres carrés de projets en cours de déploiement aujourd'hui, dont un énorme sous l'avenue Foch, le parking Foch à Paris. Ouais. Il y a 12 000 mètres carrés de ce qui était auparavant du parking qui vont devenir des espaces de logistique urbaine. Comment ça marche? Rentrons dans le détail. Eh bien, comment ça va marcher et pas dans 10 ans, dès l'année prochaine, à Foch, les camions vont pouvoir rentrer dans le parking. Là, on parle de camions, pas de camionnettes, c'est ça. De camions, y compris, vous aurez des autocars qui pourront y compris aller se garer dans cet espace souterrain, de manière complètement furtive, mais souterrain. D'ailleurs, on est en chantier dont on peut parler, et pour cause, ça se passe sous terre. Vont délivrer là, vont vider leur chargement. Et puis là, vous aurez des quais avec évidemment des spécialistes de la journée, pas des spécialistes de logistique urbaine, donc il y aura des opérateurs à qui nous loueront les espaces. Avec une possibilité de faire que cette logistique du dernier kilomètre, c'est le terme qu'on emploie, se fasse dans une logique décarbonée. Absolument. Voilà. Et vous aurez des flottilles d'engins décarbonés, du tricycle, du vélo cargo, de la petite fourgonnette électrique éventuellement, qui ira distribuer dans Paris l'ensemble de ces colis. Donc, voilà. Mais ce sont des sujets compliqués qu'on a, nous, attrapés avec beaucoup de détermination, de conviction et un peu de l'enthousiasme aussi il y a quelques années et qu'on est très fiers d'être en train de réaliser, en tout cas sur Paris. Alors, on reste dans l'ADN de votre métier, on reste quand même dans la logique de stationnement, de mobilité. Est-ce qu'on peut imaginer des parkings qui deviennent autre chose ou pour lesquels une partie de l'espace, du foncier, servent à autre chose? J'y pense parce qu'on enregistrait nos émissions il y a encore quelques mois dans un ancien parking, figurez-vous. Oui. Le premier niveau de sous-sol, c'était des studios et puis il y avait toujours du stationnement en dessous. On peut tout imaginer, magasins, des lieux de culture, etc. Est-ce que ça fait partie de vos réflexions? Absolument, on peut tout imaginer. Il y a même des choses qui sont déjà concrètes. On vient d'ouvrir en fin d'année, encore une fois sur Paris, sur 2 ouvrages, avec un partenaire qui est Shurgard, que vous connaissez bien, donc on est dans le stockage individuel. Les gens ne savent pas où caser leur surplus quand on est dans des appartements parisiens. En général, ils louent des mètres carrés supplémentaires dans des grands hangars de proches banlieues. Là, ils vont pouvoir directement, que ce soit à Bercy ou sur le boulevard Haussmann, louer les surfaces dans Paris. Où est-ce que ça se passe? Dans des parkings Indigo. On a dédié des niveaux à cette nouvelle activité. Donc, on est vraiment en train de déployer des services urbains qui n'ont pour partie plus rien à voir ni avec le parking, ni avec la mobilité, vous voyez, du stockage. Ouais. Et puis, il y a toute une série de discussions qui se tiennent. Alors, rien n'est simple. Hein. On est sur des sujets de réglementation, on est sur des sujets techniques. Tout le monde n'est pas habitué à travailler souterrain. Donc, il y a un gros effort d'ingénierie de notre part, mais on pourrait imaginer du data center. Beaucoup de ces opérateurs cherchent de la place dans les zones les plus urbaines. Même chose, est-ce qu'on va faire ça en pied d'immeuble? Peut-être qu'il y a mieux à faire. On est sur du data center, on est sur des sujets en lien avec le chauffage urbain, pourquoi pas, voire tout ce qui concerne la livraison de froid. Paris est un bel exemple pour cela. Donc, tous ces sujets sont ouverts chez nous. Ils sont à ce point passionnants et on le pense utile et nécessaire qu'on a y compris voulu créer une chaire avec une école d'ingénieurs en génie urbain dans Paris, qui est l'école des ingénieurs de la ville de Paris. On a créé une chaire justement sur ce qu'on appelait infrastructure urbaine circulaire, qui dit tout. C'est-à-dire comment on requalifie, recycle, transforme nos infrastructures urbaines pour adresser d'autres sujets. On ne va pas faire que casser, abandonner et reconstruire. Il faut être plus sobre. Et donc, c'est là-dessus qu'on amène, le milieu à la fois universitaire, qu'on regarde ce qui se fait dans les autres pays, et qu'on amène aussi les étudiants sur ces grands et tous les partenaires intéressés. Ouais, c'est quand même un défi passionnant. C'est plus intéressant d'être le patron du groupe Indigo aujourd'hui qu'il y a 25 ans, non ?
Alors, j'ai 25 ans, j'étais pas dans l'entreprise. Je pense que c'était déjà passionnant parce qu'il y a 25 ans, il fallait tout faire. Moi, je pense que la génération qui m'a précédé, qui a construit la fameuse centaine de parkings dans Paris, ça devait. C'était un sacré défi. C'était un sacré défi. Donc, à chaque génération, chaque époque, je dirais, ces enjeux à relever. Ils sont ni plus simples ni plus compliqués que les précédents. Mais pardon de vous interrompre, mais vous, il y a quand même un enjeu presque existentiel. Si on dit, alors là, c'est une lecture un peu peut-être simpliste ou basique, la place de la voiture, elle se réduit en ville. Certains prônent l'effacement de la voiture en ville. Donc, qu'est-ce qu'on fait des parkings ? C'est existentiel. C'est existentiel, mais c'est aussi simpliste, comme vous l'avez dit. Je me permets de reprendre votre mot, parce que ça, c'est une vue qui peut être la vue, c'est ce qu'on regarde, Paris, pour parler de Paris, c'est une question qui peut se poser, mais on n'a pas attendu qu'elle se pose, parce que la place de la voiture dans Paris, elle n'est pas questionnée depuis hier ou avant-hier. Ça fait 15 ans bientôt que je travaille chez Indigo. Depuis mon arrivée, on parle du trafic à Paris, de la perspective. C'est pour ça qu'on a souhaité, nous, et je pense que c'est notre responsabilité, un petit peu faire élargir notre palette d'offres pour adresser les nouveaux besoins de la ville. Je vous ai indiqué tout à l'heure, on travaille dans 1700 villes, dans une dizaine de pays. Quand je suis à Sao Paulo, au Brésil, par exemple, pas du tout ça les questions qu'on nous pose. On est en gros retard d'infrastructure. Le nombre de voitures est croissant. On peut dire c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas c'est la réalité. Moi je me sens pas, j'allais dire, en charge d'expliquer aux Brésiliens qu'ils ne doivent pas prendre de voiture. Et on nous demande justement de faire ce qu'on a fait en France il y a des décennies avec nos prédécesseurs, de construire des infrastructures qui permettent à la voiture de trouver sa juste place. Voilà. Et c'est la même chose un peu dans toutes les géographies, à chacun son rythme et ses enjeux. Et donc finalement, ce qu'on fait à Paris nous semble utile, nécessaire, et pourra concerner d'autres géographies que Paris, je pense, à moyen terme, si les villes prennent ce type de dynamique. Vous êtes en lien avec les acteurs publics, que ce soit les collectivités locales, peut-être l'État aussi. La période de carence budgétaire, je la pose quasiment à tous mes invités parce que je pense que c'est important que les Français prennent conscience de ce que ça représente, ce chaos-là, qui n'en finit pas pour les entreprises. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Est-ce que il y a aussi des secteurs pour lesquels il n'y a pas de conséquences? Il n'y a pas d'impact direct. L'État n'est pas mon client. Moi, je travaille essentiellement avec les villes. Donc, il y a deux types de conséquences. Il y a, comme toutes les entreprises, les incertitudes fiscales. C'est jamais bon. Voilà, moi, quand je discute avec des investisseurs, ils me posent des questions. Ils entendent des tas de choses et ils les entendent parce que certains le disent. Et donc, c'est pas investir en France chez Indigo ou d'autres. Évidemment, se pose la question de mais quelle va être la règle du jeu dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Donc ça, c'est un premier sujet qui concerne pas seulement Indigo, mais tous les acteurs économiques. Et puis un deuxième sujet là qui est en lien plus directement avec mes clients, qui sont les villes. Les villes sont elles-mêmes dans une forte incertitude sur quel va être leur traitement. Et donc, ça alimente, les discussions. Quels sont les moyens dont elles vont disposer? C'est le flou. Et donc, au final, à notre niveau, l'incertitude budgétaire ou le flou budgétaire, ou je ne sais comment le dire. Est-ce qu'il y a des villes qui hésitent à appuyer sur le bouton ou à vous voyez, qui ont le stylo là, qui s'apprêtaient à signer, qui ont relevé le stylo? Non, parce que je dirais que c'est presque le contraire, dans le sens où les villes se rendent compte que de toute façon, quelle que soit l'issue des discussions budgétaires actuelles, y compris s'il n'y en a pas, il y a quand même une réalité que tout le monde a l'air quand même de reconnaître, c'est que notre pays est endetté. Et donc, on ne va pas pouvoir faire semblant d'être riche trop longtemps. Donc, elles se disent, il faut quand même, elles se projettent dans une notion de sobriété, de plus grande sobriété probablement, et donc elles s'interrogent sur la manière d'être plus efficaces dans leurs actions. Donc, il y a y compris des villes qui nous interrogent plutôt sur le thème je travaille seul ou avec d'autres types d'opérateurs. Qu'est-ce que vous pourriez nous apporter? Enfin, ils cherchent la manière avec des partenaires privés d'optimiser, d'améliorer leur efficacité, parce qu'ils sentent bien que de toute façon, leurs ressources vont être plus contraintes. Ils sont des sujets énormes à adresser, donc ils essaient de voir la meilleure manière de déployer ces ressources sur les sujets. Un dernier mot, il nous reste. Oula, ça finit vite, 1 minute. On n'a pas parlé de la Fondation Indigo. Vous l'avez écrit il y a quoi, 2-3 ans, 2023? C'est effectivement la 3e année. On est très très fiers de cette fondation qu'on a créée, qui est la traduction assez concrète de nos valeurs et de notre ancrage dans les territoires. Donc c'est quoi Fondation Indigo? Ce sont des actions que nous opérons auprès des territoires à travers des associations. Ce sont des actions uniquement portées par au moins un de nos salariés qui nous présentent un projet. Et qui s'adresse à la fois des thèmes à la fois sur la culture, le sport et l'accès à la culture et au sport de publics plus difficiles. Donc effectivement, ça a été encore là presque une 30aine d'actions dans 7 pays.
Et ça fait notre fierté, oui. Alors c'est une contribution sans doute modeste à l'échelle des problèmes, mais je dirais que ça fait partie, je pense, des obligations à la fois d'un acteur économique tel que nous, et puis aussi de la manière d'embarquer nos salariés justement sur à quoi on peut servir dans ce monde un peu tourmenté, quoi qu'on en dise. Voilà, il se passe plein de choses qu'on ne maîtrise pas, essayons déjà de bien faire ce sur quoi on peut avoir la main. Merci beaucoup Sébastien Fraisse et à bientôt sur Merci Be Smart beaucoup. for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.